Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, 90 minutes de débat et de reportage, 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Et pour cette dernière émission en direct de la saison, on se met à l'heure des Jeux Olympiques et Paralympiques le 26 juillet, vendredi prochain à 22 h. La cérémonie d'ouverture sera en train de se dérouler, première étape très attendue qui donnera le ton de la compétition. Je ne pense pas que ce soit possible de faire des choses exceptionnelles dans la simplicité et dans la facilité. Donc organiser une cérémonie sur la scène, c'est pas plus simple que de la faire dans un stade. Organiser des épreuves de triathlon dans la Seine, c'est pas plus simple que dans un endroit fermé. Mais je pense que ça a plus de gueule. Quelles seront les retombées économiques, sportives, sociétales, touristiques? Quel sera l'héritage de ces Jeux Olympiques et Paralympiques? Réponse juste après ces titres. Et puis dans la seconde partie de notre émission, comme chaque jour, cette semaine, je vous pose un gros plan sur l'actualité internationale après les élections américaines, la guerre Israël-Hamas, l'Iran et son nouveau président. Hier, c'est en Ukraine que nous serons tout à l'heure. La situation militaire, les tractations diplomatiques et l'hypothèse d'un sommet pour la paix avec des représentants de la Russie. Beaucoup de thèmes à aborder, ce sera dans 45 minutes. Mais d'abord, ce 18 juillet qui nous fait vraiment rentrer dans l'été olympique. Le village des athlètes a ouvert ses portes et la Seine attend les nageurs. Jonathan Dupriez. Sous l'œil de dizaines de caméras, Anne Hidalgo plonge dans le grand bain des JO. En se baignant dans la Seine, la maire de Paris tient non seulement sa promesse d'un fleuve redevenu salubre, mais au passage, elle envoie surtout un signal au monde. Paris est prête à accueillir les Jeux. C'est incroyable, vous savez. C'était un rêve pour nous. On a beaucoup travaillé. On l'a fait, on l'a fait. À 8 jours du début des épreuves, le territoire tout entier se met au rythme de la compétition. Ici, face au château de Versailles, l'organisation peaufine les derniers détails sur ce site de 16 000 places destiné aux épreuves équestres. C'est tout des travaux qui ont été lancés il y a 24 mois pour ce qui est de la réalisation vraiment du site, avec les gradins, l'aplanissement des espaces, trouver toutes les solutions architecturales, techniques pour bien préserver les arbres. De leur côté, les 573 athlètes français brûlent d'impatience. À Vichy, les stars de la natation finissent leur préparation. Florent Manodou ou Léon Marchand s'imaginent déjà sur le toit de l'Olympe. Moi, j'aimerais bien gagner une course. L'or olympique, je pense que c'est un rêve pour pas mal de personnes. Je pense que je peux essayer de le jouer dans 10 jours. Je me sens bien, je suis content d'être ici et j'ai hâte. En région parisienne, leurs homologues du monde entier commencent d'ailleurs à déferler sur le village olympique officiellement ouvert. Au plus fort de la compétition, 14 000 athlètes y évolueront avec leurs équipes. On est super contents de venir jouer. Et ouais. Si les sportifs sont sur le pont, les forces de l'ordre aussi montent en pression. Les abords de la Seine sont désormais sous cloche en vue de la cérémonie d'ouverture. 2 périmètres de sécurité avec accès par QR code viennent d'entrer en vigueur. C'est tout bon pour moi. Ça passe. Donc normalement on peut aller bosser. À ce jour, l'état de la menace terroriste semble sous contrôle selon le ministre de l'Intérieur. Nous n'avons aucune menace à ce jour caractérisée sur les Jeux Olympiques ou sur la cérémonie d'ouverture, mais nous faisons extrêmement attention. Pour sécuriser la compétition qui débutera le 26 juillet, les autorités comptent sur 35 000 policiers et gendarmes et quelques 18 000 militaires. Un dispositif de sécurité d'une ampleur exceptionnelle. Paris 2024, la France se prend au jeu, c'est le titre de notre débat et je vous présente mes invités. Corinne Boulou, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Thomas. Heureux de vous accueillir, vous êtes rédactrice en chef adjointe France TV Sport, commentatrice pour le pentathlon moderne pendant ces Jeux et réalisatrice du podcast Paris 2024, jeu de mots pour France.tv. Jean-Baptiste Guégan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et co-auteur de ce livre La guerre du sport, une nouvelle géopolitique qui est publié aux éditions Talendier.
Virgile Caillet, bonsoir et bienvenue. Heureux de vous accueillir, délégué général de l'Union Sport et Cycle. On va dire que vous représentez les entreprises de l'univers du sport et du loisir. On peut dire ça comme ça. Et Tam Tranui, bonsoir Tam, bienvenue, éditorialiste politique et championne Île-de-France de barre au sol. Voilà. Ça va? Thomas, champion olympique de Vannes. Ça, je sais pas ça. Mais on va vous dire, c'est notre dernière de la saison, donc voilà. On peut avoir quelques-unes. Sur les Jeux Olympiques, on a le droit d'être super souriant. Corinne Boulou, est-ce que vous diriez que ce 18 juillet, ça y est, les villages d'accueil pour les athlètes qui ouvrent ses portes, on a le sentiment que ça démarre vraiment? Oui, ça y est, on y est. On est en train de toucher ce que représentent des Jeux Olympiques, c'est-à-dire toutes les nations qui arrivent et qui vont déferler sur ce village olympique avant de prendre en possession des sites olympiques, avec un comité d'organisation qui a souhaité pour la première fois des Jeux dans la ville, ce qui fait que c'est très particulier. On n'a pas de parc olympique en soi, mais des sites olympiques éparpillés comme ça au cœur d'une capitale. Mais c'est là encore une première. Alors effectivement, il y a des contraintes pour les touristes, pour les Parisiens. C'est l'ère du QR code aussi qui démarre. Voilà. C'est les joies du QR code, mais c'est aussi parce que on fait face, on attend un moment, un événement mondial que la France n'a pas organisé depuis un siècle. Depuis un siècle. La France qui, depuis 6 semaines, on peut le dire, étonne le monde, Tam, par sa capacité à s'inventer une crise, comme si on n'en avait pas suffisamment. Jean-Baptiste Guégan, est-ce qu'il y a l'image d'un pays qui peut se jouer à l'occasion des Jeux Olympiques, à restaurer ou malheureusement à affaiblir ou à détruire? L'enjeu est fondamental, c'est-à-dire que vous allez avoir la moitié de l'humanité qui va regarder cette cérémonie d'ouverture, vous allez avoir le monde entier qui vient à Paris, tous les problèmes du monde s'y concentrent, et donc vous avez aussi des visages qui vont s'imposer, la présidence de la République, un gouvernement présent, pas présent, la maire de Paris qu'on a vu justement. Donc aujourd'hui, l'héritage, il va être là aussi. C'est un héritage réputationnel, c'est l'image que la France va donner d'elle-même aux Français et au monde. Si on réussit, c'est formidable, et on peut littéralement, probablement même graver définitivement des images absolument incroyables dans l'esprit des gens et dans l'histoire olympique. Si ça se passe mal, on rentre dans l'histoire pour une autre raison. Donc on va être positif. Mais on va être résolument positif. Moi, je suis convaincu que ça va très bien se passer. Dans les mois qui ont précédé ces Jeux Olympiques, à Virgile Caillet, on a vu beaucoup de professions menacées de se mettre en grève pour toucher des primes. Alors il y a une double question. Est-ce que toutes ces menaces sont levées aujourd'hui? Et puis, comment ça s'est négocié tout ça? Alors, vous faites référence au comité de la charte sociale parce que ça fait partie des nombreuses innovations de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Corinne disait à juste titre que parmi les promesses de la candidature, il y avait énormément de nouveautés, la volonté de faire quelque chose de nouveau, d'innovant. Eh bien, ce comité de la charte sociale en fait partie. L'idée, c'était d'arriver à anticiper, à désamorcer tout un tas de sujets et de conflits sociaux potentiels. On sait qu'en France, on nous appelle Strikeland, parfois. Le pays de la grève, oui. Voilà, exactement. Et donc... oui, mais alors, ils n'ont pas tous été désamorcés quand même, parce qu'il y en a eu. Enfin, en tout cas, il y a eu des menaces de grève. Exactement. Il y a eu quelques discussions, notamment dans la fonction publique, et j'allais dire presque essentiellement dans la fonction publique, parce que pour tous les autres secteurs, eh bien, il y avait ce comité de la charte sociale composé des organisations patronales et des organisations salariales. Donc, autour d'une même table, on a retrouvé Geoffroy Roux de Bézieux, Bernard Thibault, tous les représentants de la CPM. Donc Bernard Thibault, l'ancien secrétaire général de la CGT, mais aussi Geoffroy Roux de Bézieux, l'ancien de Béron. Enfin, toutes les représentations syndicales étaient là, présentes, pour aborder des sujets extrêmement sensibles dont on ne se préoccupe pas forcément lorsqu'on parle des JO. Mais le sujet du droit du travail, par exemple, en France, est un petit peu particulier. On a quand même un droit du travail assez protectionniste. Lorsque les entreprises étrangères ou les pays étrangers viennent en France pour couvrir les Jeux, notamment dans le monde des médias et du broadcast, de la couverture médiatique, je peux vous dire que ça les surprend. Quand on leur explique que les gens ne peuvent pas travailler plus de 8 heures et qu'ils doivent avoir des jours de congé et de repos, et ben parfois ça surprend. Alors nous, ça nous semble évident, mais donc ça nécessite effectivement des discussions. Et ça a été l'objet de ce comité de la charte sociale. On y reviendra sans doute, j'espère, parce qu'il y a tellement de thèmes et de tiroirs à ouvrir pendant un débat comme celui-là. On verra si je peux tenir toutes mes promesses. Je voudrais qu'on parle du parcours de la flamme olympique qui est un succès, parce que ce n'est pas tout à fait terminé. On se souvient tous de cette première étape qui était bluffante à Marseille. Je vous propose qu'il y a un autre site qui a été mis en valeur, le Mont-Saint-Michel, et on écoute la réaction du président du département de la Manche. La flamme qui est déroulée du nord au sud et qui passe au travers de tous les paysages emblématiques du département de la Manche, qui sont tous aussi variés et divers les uns que les autres, une arrivée au mont avec une flamme qui va
peut-être toucher l'Archange Saint-Michel avec une vue sur la baie. Moi, c'est la vision que j'en avais. Bon, là, quelque part, on prend une dimension mondiale, clairement. Corinne, je crois que vous commentez le parcours de la flamme, c'est ça, pour France.tv? Oui, pour France.tv, Paris 2024, qui est la chaîne olympique mise en place pour ce relais de la flamme, qui sera ensuite celui des sports urbains, la chaîne des sports urbains. Mais effectivement, il y avait Mont-Saint-Michel, c'était une belle étape? Oui, c'était une très belle étape. Mais on en a eu, franchement, de très belles, et on va encore en avoir, parce que ça continue jusqu'au 26 juillet, jusqu'à la cérémonie d'ouverture, où là, la vasque sera allumée pour la quinzaine olympique. Mais oui... certains avaient des doutes sur la popularité d'un relais de la flamme. C'est le plus long jamais réalisé. Hein. Aucune ville haute des Jeux n'avait fait un relais de la flamme aussi long. Une façon. Alors, il y a des épreuves qui se déroulent dans plusieurs villes de France, notamment avec Châteauroux, Lille, avec Marseille, le football, avec Tahiti. Enfin, bon, on va pas tout. Mais le relais de la flamme mais la flamme, ça permettait d'aller partout, quoi. Oui, même jusqu'aux Antilles, à La Réunion, à Papeete. Alors, la Nouvelle-Calédonie, pour d'autres raisons politiques, n'y est pas allée puisqu'il y avait des émeutes à ce moment-là. Mais nous, on a été les témoins, et moi j'ai été bluffée chaque jour, du monde qu'il y avait pour suivre des anonymes qui portaient la flamme, mais être là pour voir la flamme olympique passer, parce qu'il n'y avait pas que des champions ou des personnalités. Il y avait le lot, c'est des anonymes, ce sont des anonymes, ce sont ceux qui font fonctionner les clubs sportifs, mais toutes les associations qu'on met là en présence. Et les gens venaient pour les voir, étaient là pour les accueillir, les encourager. Et sincèrement, moi, j'ai été bluffée tout le long de... Ça vient démentir un peu tout ce qu'on avait dit ces derniers mois sur le jeu bashing, le JO-bashing. Exactement. C'est l'un des moments forts aussi, ce relais de la flamme. Vous l'avez dit, à Marseille, ça a été incroyable, cette arrivée à bord du Belém. Et ensuite, lorsqu'elle a commencé à partir dans les rues de Marseille, puis dans les villages et villes traversées, c'était à chaque fois un succès. Est-ce que vous diriez justement que le géobashing, il commence à reculer à Marseille, quoi, quand on voit arriver le Belém, là, c'est tellement magique. Absolument, et puis même depuis plusieurs mois quand même, on sent qu'il n'y a plus de prise pour le géobashing. Et je crois que c'est l'occasion, là, si vous nous le permettez, de remettre un petit peu l'église au centre du village, quoi. On est sur un budget qui est maîtrisé, plus 15% d'augmentation, plus 15%. C'est jamais arrivé, ça? Mais jamais, never. Depuis très, très longtemps. Mais depuis des dizaines d'années. 76, Montréal, et même depuis ça n'est jamais arrivé. Maîtrise des budgets, voire même on rend un peu d'argent à l'État avec la Solidéo. Les ouvrages olympiques. La Solidéo, il faut redire en quelques mots ce que c'est. Alors la Solidéo, c'était la société qui sont chargés de construire les infrastructures. Exactement, notamment le village olympique, le village des médias. Il n'y en a pas eu beaucoup. Le centre aquatique olympique. Voilà, tout ça en temps et en heure, fini, propre. On est au-dessus des objectifs en matière de billetterie, en matière de marketing. La flamme olympique, une ferveur incroyable, ça nous donne tous la banane. Que Virgile va porter à bientôt. Effectivement, c'est vrai, cette chance, cette chance, c'est vraiment une chance, une grande fierté. Vous allez faire ça où? Alors, ça sera à Vitry dimanche. Ce dimanche, donc à 17h. Bon, les fans de Virgile Caillet, vous pouvez à Vitry dimanche 17h. C'est effectivement une ferveur assez incroyable. Et donc, les grincheux qui cherchaient tous les espaces médiatiques pour critiquer les Jeux. C'est toujours comme ça avant un grand événement sportif. Et puis c'est un peu français. Parce que, oui, alors peut-être, mais c'est toujours les mois qui précèdent, c'est toujours le moment des questions, des inquiétudes. Des Rappelez-vous la Coupe du Monde au Qatar, et puis il y avait des vraies inquiétudes à avoir, il y avait beaucoup à dire, mais il y a quand même eu une ferveur pendant. Oui, c'est à partir du moment où le premier match a démarré, c'était fini. Alors il y a cette cérémonie d'ouverture évidemment qu'on attend. Il faut rappeler que les Jeux commencent avant les Jeux, hein, ça démarre dès le 24. Oui, mercredi prochain. Je vais voir du rugby à 7 au Stade de France. Et il y aura du football aussi, notamment l'équipe de France de Thierry Henry commence son tournoi olympique mercredi prochain face aux États-Unis à Marseille. Bon, et la cérémonie d'ouverture, c'est vendredi, fin d'après-midi et soirée, sur le fleuve qui traverse la ville haute. Ça aussi, c'est du jamais vu. Et Tony Estanguet, on en a entendu un court extrait dans nos titres, il en convient, la France n'a pas choisi la facilité. Oui, c'est audacieux, oui, on est mobilisé jusqu'au bout et on n'a pas choisi la facilité. Là aussi, moi, je retiens de mes expériences passées, c'est qu'on ne fait rien d'extraordinaire dans la facilité. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai jamais... je ne pense pas que ce soit possible de faire des choses exceptionnelles dans la simplicité et dans la facilité. Donc, organiser une cérémonie sur la Seine, c'est pas plus simple que de la faire dans un stade. Organiser des preuves de triathlon dans la Seine, c'est pas plus simple que dans un endroit fermé. Mais je pense que ça a plus de gueule et ça fait plus de sens de le faire.
ça correspond mieux à notre ADN et à notre vision. Et c'est pour ça qu'on le fait, et aussi parce qu'on a des garanties qu'on est capable de le faire. Jean-Baptiste Guégan, là aussi, il faut le dire, est-ce que ce sera une première dans l'histoire des Jeux ? C'est une première à cette échelle-là, oui. Avec autant de médiatisation, autant de sportifs, autant de journalistes. C'est-à-dire qu'on invente littéralement quelque chose. On est dans l'ordre du prototype et de la nouveauté. C'est là aussi où Paris 2024 va marquer quelque chose. Ça va être réussi, et cette réussite-là, elle va vraiment être à mettre au crédit d'abord du COJO et du pays. Du comité d'organisation et du pays. Moi, je me souviens de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Albertville. Vous étiez trop découfflé. Trop pitchoun. Non. Oui. Vous me voyez beaucoup plus jeune que je ne suis. Hein. Effectivement, avec ce spectacle pensé, préparé, chorégraphié par Découfflé. Virgile Caillé, c'est quand même une sorte de vitrine mondiale pour la créativité. C'est-à-dire tous les métiers créatifs qui vont pouvoir s'exprimer dans un moment comme celui-là. Jean-Baptiste le disait à l'instant, c'est l'expression de la France à l'international. C'est-à-dire qu'on va pouvoir placer le curseur de ce qu'est la France aujourd'hui. C'est toute la fierté, la capacité d'innovation qu'on va pouvoir démontrer aux yeux du monde. Et dès le début, dès la candidature, la promesse, c'était de faire des jeux différents. Festif, populaire, ambitieux, audacieux, comme l'a dit Tony Estanguet à l'instant. Et il y a plein d'innovations. Hein. On a parlé de la charte sociale, on a parlé de cette cérémonie d'ouverture sur la scène. C'est complètement dingue, en vérité, quand on prend conscience des difficultés d'organisation, qui plus est dans ce contexte sécuritaire aujourd'hui. Il y a la parité parmi les sportifs. Hein. Il y a plein de choses. Et donc, la parité parmi les sportifs, ça, c'est un souhait des organisateurs. C'est pas dans la charte olympique depuis un moment. Alors non, ça fait partie justement des nouveautés. Donc, ce que souhaitait le CIO. Et on crante beaucoup de choses. C'est-à-dire que Paris est un élève exemplaire. Donc on espère qu'on sera parfait. Voilà, espérons que ça. Mais on croise les doigts. Il y a eu des bugs, il y a eu la finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans maintenant à Paris, où ça s'est très mal passé. Mais globalement, il y a beaucoup. On a organisé pléthore de grands événements mondiaux sportifs et en général, on sait faire. Bon, on sera les premiers à le faire, là, cette cérémonie d'ouverture sur le fleuve qui traverse la ville haute, Corinne Boulou, peut-être aussi les derniers. Parce que je pense que les autres vont se dire, oh là, vu la complexité du projet, on va peut-être pas y aller. Quoi. Non, peut-être pas. On verra Los Angeles, ce que Los Angeles choisit, peut-être sur le Pacifique. Ils nous feront quelque chose, puisqu'ils sont en bord de mer. Mais ça va donner... Non, parce que ça va donner un autre sens. La cérémonie d'ouverture, par exemple, des Paralympiques, elle va être aussi hors stade, parce qu'elle va être sur une partie des Champs-Élysées jusqu'à la Concorde. Mais ça peut donner des idées aux prochaines villes hautes, parce que Los Angeles peut très bien organiser du côté de Beverly Hills, Hollywood, je ne sais pas. Je ne vais pas leur donner de bonnes idées. Mais voilà, je pense que Paris va être un marqueur important pour le CIO. Je sais que le CIO, là, est déjà très intéressé et va demander aux prochaines villes hautes d'organiser un relais de la flamme comme celui qui a été organisé là par Paris 2024 et France Télévisions. Et d'ailleurs, dans la foulée de cette cérémonie d'ouverture, qui est finalement une traversée de Paris, diffusée dans le monde entier, on l'a un peu évoqué, mais peut-être je veux bien vous entendre là-dessus, Jean-Baptiste Guégan, le choix qui aussi complique la vie des Parisiens, ça c'est très clair, d'être dans le Grand Palais, le Champ de Mars, le Trocadéro, dans les sites emblématiques de Paris pour y organiser des épreuves. Nous, ça fait des semaines qu'on voit les gradins se monter et nos voitures de moins en moins circuler. Bref, c'est de la pub à ciel ouvert, quoi, on peut dire ça aussi. Alors, Paris n'a pas forcément besoin d'avoir plus de touristes, mais quand même, quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on joue justement, certes, l'image de Paris, image dégradée. Souvenez-vous des Gilets jaunes, des émeutes urbaines, souvenez-vous des attentats terroristes. On joue l'image aussi d'une ville sécure. On joue aussi un renouvellement de ces images. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que Paris, ici, va proposer des images de Paris au XXIe siècle. On ne sera pas dans Emily in Paris, la série Netflix, mais il y a cette volonté aussi de renouveler ça. Et dans des endroits qui vont être emblématiques, c'est aussi aller chercher d'autres publics, d'autres touristes. Aujourd'hui, on est la première capitale touristique mondiale, on est l'une des premières puissances touristiques, mais on doit aussi batailler. Ça va jouer. Mais alors, oui, ça c'est une vraie question. Votre avis là-dessus, Virgile Caillé, parce que ça fait, ça fait des années, j'allais dire des décennies, que la France est première destination mondiale. Je sais bien que c'est un match et que c'est pas parce qu'on est premier qu'on va le rester toute la vie, mais bon. Figurez-vous qu'on est descendu sur la deuxième marche du podium pendant 2 années, celles qui ont suivi les Jeux de Londres. Oui.
Donc il y a une association, effectivement, il y a un effet direct, mécanique, entre cette image qu'on va renvoyer, le monde qui sourit dans Paris, et ça, c'est hyper important. Et puis, il y a aussi cette fierté d'appartenance. Ça peut être mobilisateur pour l'ensemble des Français dans un contexte quand même économique et politique où on en a bien besoin. Alors, retombée économique, fierté nationale, je prends ces deux thématiques, on les développera un peu plus en détail dans un instant, mais je reste sur la cérémonie d'ouverture qui suppose évidemment aussi une sécurité inédite. L'armée, par exemple, mobilisée pour surveiller la Seine. Écoutez. On a une approche de sécurisation qui est multimilieu, c'est-à-dire qu'on prend la menace dans toutes ses dimensions. Ça commence par la menace subaquatique. On a déployé des sonars au fond de la Seine. On a des recopies d'écran en permanence dans les postes de commandement qui sont là. On a des barrières nautiques que vous aurez peut-être l'occasion de voir tout à l'heure. Sur la Seine, pour la partie fluviale, on a des éléments sur la partie terrestre, bien évidemment. Et en ce qui concerne la troisième dimension, on est en coordination étroite avec l'armée de l'air qui sécurise la lutte anti-drone notamment. Jean-Baptiste Guégan, on peut témoigner auprès de nos téléspectateurs du déploiement policier qui est vraiment impressionnant dans Paris depuis quelques jours, mais particulièrement aujourd'hui. Là, c'est vraiment impressionnant. Il y a même des policiers étrangers qui viennent du Qatar, c'est ça? Alors, il y en a, c'est des accords de coopération, c'est-à-dire qu'on a aidé le Qatar au moment de la Coupe du Monde 2022, et donc c'est des accords de participation. On reçoit aussi des acteurs étrangers. Ça permet aussi de sécuriser des publics cibles extérieurs, et donc c'est des accords de coopération classiques. Ça a déjà eu lieu Ça a déjà eu lieu, c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment. Là, c'est juste qu'on est surpris de les voir à Paris, parce qu'on n'a jamais vu autant de forces de l'ordre à Paris. C'est assez impressionnant. Sur chaque pont, vous avez 10, 20, 30 militaires ou officiers de police ou gendarmerie qui sont présents. Le GIGN, par exemple, accompagne les équipes de France olympique à l'extérieur, ou les équipes de France. Ils vont, Est-ce que sur le parcours de la flamme, c'était pas un peu, parce que vous nous disiez la ferveur populaire, la mobilisation, mais c'est vrai que moi j'ai regardé, je ne me suis pas déplacé pour l'avoir passé, mais j'ai vu des images. Il y a un déploiement de policiers avant, après, autour, qui est plus de policiers ou de gendarmes que de porteurs de flammes ou d'accompagnateurs. C'est sûr que les porteurs de flammes, ils sont seuls. Non, mais même les représentants des sociétés, sponsors, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Qui sont en amont. Il y a une sorte de caravane. Avant comme le Tour de France. Bien sûr. Les partenaires du relais de la flamme sont en amont des porteurs. Vous les voyez sur certains plans qu'on a proposés. Gris. Oui, alors pas que du bleu, il y a du rouge, et il y a du orange, il y a du rouge et blanc, enfin on va pas tous les faire. Ça dépend des sponsors, c'est ça? Oui, exactement. Non, mais oui, il y a un cordon de sécurité qui est autour de chaque relayeur, ce qui s'appelle les runners, moi je les appelle les gardiens de la flamme. Et effectivement, personne ne peut rentrer dans ce sas de sécurité. Et même dans les petites rues traversées ici ou là, et dans Paris, on l'a vu, ils étaient vraiment aux aguets et très attentifs à ce que personne n'aille chercher la flamme olympique. Qui s'explique, parce que j'ai le souvenir, alors je crois que c'était un parcours de la flamme des Jeux de Pékin 2008, qui était passé par Paris, ça ne s'était pas très bien passé. On a vu des revendications de la part de Tibétains et d'acteurs critiques du régime de Pékin, et en l'occurrence, là, on aurait très bien pu avoir ça. Il y a eu des menaces sur le parcours de la flamme, d'où l'idée aussi d'avoir un sas et une vraie bulle de protection. Et quand on regarde le parcours, sa longueur, la difficulté aussi, il y a eu zéro problème. Il y a eu des tentatives, mais on ne les a pas vues. Ça montre aussi la capacité d'organisation du pays par rapport à l'événement. Alors beaucoup de policiers, on l'a dit, Paris qui maintenant dans toute la zone finalement des quais de Seine qui vont accueillir cette cérémonie d'ouverture. Là maintenant il faut montrer patte blanche, QR code. C'est évidemment galère pour les commerçants riverains de la Seine. On écoute ce chef de rang dans un restaurant. On va subir. On va essayer de s'organiser du mieux qu'on peut, mais je crois qu'on va subir. On va commander à l'avance et on va recevoir beaucoup plus de marchandises, sachant qu'il y a des petits commerçants qui n'ont pas de place pour stocker. Comme nous, par exemple, on n'a pas beaucoup de place pour stocker. Mais voilà, on va faire au mieux et on va essayer de s'arranger. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Quand on a l'habitude d'être livré, par exemple, à 6 h du matin, et là, les fournisseurs, ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas nous livrer. Donc c'est un peu la galère. Alors c'est vrai que j'entends beaucoup de représentants de ce secteur CHR, café, hôtellerie, restauration, dire que, étonnamment, les hôtels ne sont pas tous pleins pendant les Jeux à Paris, ou alors qu'ils vont perdre 30-40% de leur clientèle habituelle un mois de juillet-août, Virgile Caillet. Alors il y a eu probablement un petit effet d'éviction.
Un certain nombre de Parisiens, de Franciliens qui ont décidé de prendre leur congé à ce moment-là, parce qu'effectivement, on s'attendait à ce que ce soit quand même un peu compliqué de circuler et de profiter véritablement de la ville. Je pense que les touristes seront d'autant plus au calme. En revanche, tout est fait pour que l'activité économique puisse se poursuivre sans trop de difficultés. Ça a été un des sujets du comité de la charte sociale, justement, pour s'assurer que chacun pourrait continuer à avoir une activité, que ce soit les entrepreneurs ou les salariés d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'il y aura des indemnisations en cas de perte importante de chiffre d'affaires? Absolument, ça a été un des combats du comité de la charte sociale, de mettre en place justement une commission pour étudier les compensations à prévoir, l'activité partielle à mettre en œuvre pour des entreprises qui seraient totalement bloquées. Imaginez autour du Stade de France une grande entreprise de bricolage donc, qui, elle, de toute façon, est dans le périmètre de sécurité, va être totalement fermée. Donc il y a un préjudice, forcément. Et ça sera du cas par cas. C'est un travail de dentelle que l'administration française n'est pas du tout habituée à faire. Donc c'était vraiment intéressant de mener ça à bien. On va parler de l'héritage de ces jeux avec Quentin Calmet tout de suite. Les retombées économiques. Bonsoir Quentin. Bonsoir que Thomas. Que peut-on dire des précédentes éditions? Eh bien, un cabinet d'études s'est penché sur la question, c'était au début de l'année, il s'agit d'Asterès. Leur étude est catégorique. Les expériences passées, je cite, montrent que l'accueil des Jeux Olympiques n'a pas d'influence notable sur la croissance des pays hôtes. Prenons l'exemple des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, c'est dans l'étude. Eh bien, la croissance américaine est forte tout au long des années 90, mais c'est lié principalement au développement de l'informatique et à une hausse de la productivité. L'année 1996, au cours de laquelle le pays a organisé les Jeux Olympiques, n'est pas caractérisée par un bond observable de la croissance, écrit l'étude. Autre exemple, toujours dans cette même analyse, avec les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, là encore l'étude est sans équivoque. La très forte croissance chinoise a certes ralenti en 2008 du fait de la crise des subprimes, mais à 9%, elle est restée très élevée. Le maintien d'une forte croissance les années suivantes semble indiquer que cette bonne résistance de l'économie chinoise n'a pas été due à l'organisation des Jeux Olympiques cette année-là. On pourrait continuer à égrener les exemples, c'est la même conclusion à chaque édition des Jeux Olympiques selon ce bureau d'études. On parle de la croissance du produit intérieur brut. Il y a d'autres études qui arrivent à peu près aux mêmes conclusions? Oui, en avril dernier, la banque Oddo BHF a publié une étude sur l'Euro de foot et en Allemagne et sur les JO. Et là encore, les conclusions sont sans appel, Thomas. Si l'accueil des Jeux Olympiques à Paris et l'Euro de football en Allemagne est un motif de fierté pour les pays hôtes, les bénéfices économiques seront très limités, voire nuls à moyen terme, spécialement dans le cas où l'hôte est un pays développé et une destination touristique reconnue, ce qui est le cas de Paris et de la France. L'étude continue et ajoute, il peut y avoir quelques effets transitoires comme une hausse ponctuelle des dépenses puis rechute, mais pas d'effet durable. Aucune étude ne montre par exemple que les Jeux Olympiques de Londres de 2012 aient eu le moindre impact macroéconomique durable. Mais ces études reconnaissent quand même que ce chiffrage, il est assez compliqué à faire. Absolument, Thomas. Il y a une marge d'erreur, comme disent les experts. Les Jeux Olympiques pourraient avoir un effet sur le moral des Français, c'est très important, parce qu'ensuite ces effets positifs se ressentent sur la consommation. C'est pour ça que le récit autour des Jeux et leur perception par le public sont cruciaux. Merci beaucoup, Quentin Calmet. Je reviens vers vous, Virginie Caillé, parce que vous disiez tout à l'heure, exemple des Jeux de Londres. Donc là, moi, je pointe une contradiction. Il n'y a pas eu d'effet sur la croissance britannique, mais il y a eu quand même un effet sur l'afflux touristique. Je ne comprends plus bien. Non, ça a été parfaitement explicité. Donc, il y a un effet économique, il y a des retombées économiques avérées. Pour autant, sur le plan macro, ça ne va pas modifier le PIB d'un pays, c'est pas vrai. Et de la même manière, pour les Jeux, les Jeux de Paris 2024, il y a un certain nombre d'études ex-ante, puis une étude récemment qui a été reprise par le Centre d'économie du sport de Limoges, qui démontre qu'il y aura un effet, des retombées économiques entre 6 milliards et 11 milliards, avec un scénario intermédiaire à 9 milliards de retombées économiques, mais qu'en aucun cas, ça va modifier la courbe pour la France. Donc oui, c'est positif. Et ça a été dit très justement, il y a une dimension d'acceptabilité de l'opinion publique à partir du moment où effectivement on va démontrer
qu'on ne perd pas d'argent, qu'il n'y aura pas d'impôt JO. Et donc ça, ce sont des éléments importants pour les Jeux. Oui, avec l'information que vous nous donniez tout à l'heure, le dépassement de budget est très faible par rapport aux autres éditions. Alors non seulement le dépassement de budget est très faible, mais comme il y a eu une augmentation des revenus, le budget sera équilibré. Donc ça ne coûte pas d'argent public. Oui. C'est ça qui est important. Alors il y a déjà un record qui est battu, Corinne Bou, c'est le nombre de billets vendus, c'est ça ? Alors, oui, alors par rapport à Atlanta, les organisateurs, parce que c'était là le record, on est à 8,9 millions là, de billets vendus, mais il en reste encore. Hein. Oui, il y en avait encore 50 000 en vente ce matin. J'ai essayé d'avoir des inscrits, mais je m'y suis pris. Il en reste plus beaucoup. Hein. Ils souhaitaient en vendre entre 11 et 12 millions. Mais déjà, effectivement... Avec les Jeux paralympiques. Oui, avec les Jeux paralympiques, bien sûr. En revanche, il y a beaucoup de places disponibles et pas chères pour les Jeux paralympiques. Donc, moi, j'ai acheté des places. Allez-y, c'est aussi un spectacle merveilleux à voir. Faut pas louper les Jeux paralympiques. Les billets, ils sont chers quand même. Pas pour les paralympiques, mais pour les Jeux olympiques. Est-ce que vous diriez ça, Jean-Baptiste Guégan ? Est-ce que c'est des Jeux moins populaires qu'on ne l'espérait ? Alors, je pense qu'on a vendu des Jeux populaires et que le sens n'a pas forcément été compris. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un ensemble d'événements qui correspondent à des championnats du monde. C'est des événements premium aujourd'hui. Le monde entier veut y assister. Ça a un prix. Aujourd'hui, si vous allez voir un match de NBA aux États-Unis, vous avez le coût du transport, mais vous avez le coût du billet. On est sur 200 à 300 euros. C'est les tarifs habituels. Allez voir la finale de Ligue des Champions à Wembley, c'était plusieurs centaines d'euros. Et effectivement, les prix sont élevés. Ils correspondent aux standards internationaux. Et encore, la puissance publique et le COJO on se sont arrangés pour qu'il y ait quasiment un tiers des billets qui soient accessibles, ce qui n'est pas normalement le cas. Donc là, effectivement, on est sur une grande machine et on a donné l'impression à tout le monde que tout le monde pourrait avoir des places à 20 euros. C'est pas possible parce qu'il fallait justement que la puissance publique ne soit pas obligée derrière de remettre au pot. Ces jeux seront équilibrés et il y a ce mérite-là. Oui, c'est important de le préciser. Il faut bien comprendre l'équation. On ne peut pas attendre des jeux qui ne coûtent pas d'argent aux Français, aux contribuables, et en même temps des jeux qui offrent des places à 10 euros. C'est pas possible. Oui, mais il y a eu des promesses. Je reviens à la cérémonie d'ouverture. Les premiers, on disait combien 1 million de spectateurs, peut-être même plus. C'était quasiment 2. C'était quasiment 2. Voilà, c'était ce que nous disait la maire de Paris. Billets pour les Jeux Olympiques, il y en a 4 millions qui sont à moins de 50 euros. Oui. Il y a 1 million de billets simplement au-dessus de 200 euros. Alors évidemment, si vous souhaitez aller voir la finale de basket à Bercy. Ou la finale du 100 mètres. Ou la finale du 100 mètres, et ben forcément, vous n'aurez pas de billet à 24 euros. Ça fait cher les 9 secondes 80, voilà. Mais bon. Donc, non, mais c'est là où peut-être il y a eu un petit défaut de communication, comme le disait Jean-Baptiste, parce qu'on a cru qu'on pourrait aller voir toutes les épreuves, et y compris ces épreuves-là exceptionnellement premium, à 24 euros. Ça, non, c'est pas possible. En revanche, 4 millions de billets à moins de 50 euros et 1 million de billets à moins de 24 euros. Parce qu'il y a, jeux populaires, il y a aussi une signification politique à des Jeux Olympiques, des retombées et des enjeux politiques. Le premier a pris une forme originale, on va parler baignade, Tam, avec vous. Vous nous racontez ce duel qui a opposé Amélie Oudéa-Castéra et Anne Hidalgo. Et donc le cadre, c'était la Seine, évidemment. Oui, voilà, assainir la Seine, un pari osé, l'un des symboles de ces Jeux et la bataille de com' de la semaine. À ma gauche, Anne Hidalgo, alias la pourfendeuse de gna 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 gna. Je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Alors les gna 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 et les gna gna gna, je leur dis qu'en fait, oui, on va nager dans la Seine. À ma droite, Amélie Oudéa-Castéra, la madame gaffe du gouvernement, un mème à elle toute seule quand elle fredonne Dja ou quand on la prend en flagrant délit de mensonge quand elle explique avoir sorti son fils de l'école publique en petite section à cause du paquet d'heures non remplacées. Alors samedi, voilà comment elle a goûté l'eau du fleuve. Alors on a juste une photo parce qu'on n'a pas d'argent. Donc une glissade qui a été largement commentée sur la toile. Elle avance prudemment sur une pente glissante et bim, elle glisse dans l'eau verdâtre et c'est plus fort que soi. Nous, on s'est gondolé. Amélie Oudéa-Castéra aurait été une excellente Benny Hill ou, pour rester sur une référence bien gauloise de l'été, une très bonne concurrente d'Albertville, d'Interville. Oui, Benny Hill, c'est générationnel comme blague aussi. Oui, mais je suis beaucoup plus vieille que j'en ai l'air. Petite mesquinerie, on va aussi regarder ce qu'a tweeté son équipe de com. Son équipe de com, elle, a tweeté un très beau plongeon maîtrisé de la ministre des Sports. Mais voilà, trop tard, l'image avait déjà fait le tour des réseaux sociaux et donc le
le plouf a fait flop. Et le contraste a été évidemment grand avec l'image donnée par Anne Hidalgo quelques jours plus tard. Exactement, ça faisait un mois qu'elle devait plonger dans la Seine. En même temps, Anne Hidalgo, elle a eu le temps de préparer son coup. Alors Le Monde raconte d'ailleurs que Anne Hidalgo était furax de s'être fait voler la priorité par Amélie Oudéa-Castéra. Le quotidien du soir était en verve pour sa phrase d'accroche, et je ne résiste donc pas à vous la citer. La phrase, c'est la suivante. D'emblée, Anne Hidalgo en fut enragée de l'outrecuidance d'Amélie Oudéa-Castéra, qui a osé braver avant elle, et sans la prévenir, la bactérie Escherichia coli. Une façon de nous rappeler donc avec une rigueur toute scientifique que les grandes de ce monde se sont donc baignées dans un fleuve qui est rempli de caca une bonne partie du temps. Je sais que vous aimez comme moi les histoires pipi-caca, Thomas. Alors on observera en tout cas qu'Anne Hidalgo, elle a appris des erreurs de sa prédécesseuse, pas d'aquaplaning, mais une entrée garantie sans chute grâce à une échelle, pas de bonnet de bain trop associé au chlore de la piscine municipale et pas la liberté retrouvée du fleuve dépollué, une baignade où elle avait convoqué tout le monde, toute la presse, Tony Estanguet, le préfet, le Soleil et les ourques polaires. Les ourques polaires, c'est ce collectif de nageurs en eau libre qui barbotent habituellement dans le canal de l'Ourcq, et donc une opération de com réussie. Qui n'a pas plu à la ministre des Sports? Oui, c'est fou, parce que la ministre, elle a poursuivi la battle dans la presse. Elle s'est lâchée, toujours dans Le Monde, fustigeant en Anne Hidalgo, quelqu'un qui se nourrit de l'antagonisme, quelqu'un de jaloux, qui a un rapport un peu compliqué aux femmes. Je pense que depuis mon arrivée au ministère, elle a cherché à me jauger, à me juger, à me toiser, à me mettre en difficulté, et elle a vu que je tenais sur mes pattes. Enfin ça, c'était sauf samedi dernier, apparemment. Donc en tout cas, tout ça, ça fait un peu mauvaise perdante et ça apporte de l'eau au moulin des clichés qui concernent les rivalités féminines. Ça, j'ai trouvé ça pas terrible. Cela montre aussi l'état des relations entre Anne Hidalgo et l'exécutif, des relations fraîches, polaires. Ourque polaire. Rappelez-vous, l'an dernier, elle a fustigé les retards pris pour les transports. Par exemple, Anne Hidalgo, c'était un scud à la fois à Valérie Pécresse et aussi à Clément Beaune, alors ministre des Transports. Et c'était à l'époque aussi un contre-feu à la polémique du fameux Tahiti Gate. L'édile fait toujours l'objet d'une enquête pour savoir si elle s'est baignée aux frais du contribuable dans le Pacifique Sud. Mais elle ne devrait pas être dépaysée parce que la mer aussi, c'est dégueulasse. Les poissons, ils baissent dedans. Super édito. Merci beaucoup, Tam. On va redevenir un tout petit peu sérieux. C'est pas si facile après un tel éditorial. Mais je lisais, justement, un éditorial des Échos, l'éditorialiste Dominique Seux ce matin, qui parlait de l'écologie par la preuve. Je trouve ça intéressant, Jean-Baptiste Guégan. Au-delà des moqueries, cette baignade d'Anne Hidalgo, elle démontre quoi? Peut-être un succès collectif, on peut aussi dire ça. Ça a pris du temps, ça a coûté très cher. Mais c'est-à-dire que ça va faire partie de l'héritage, c'est la baignabilité de la Seine. Dans une ville qui connaît la canicule, qui, avec le dérèglement climatique, est de plus en plus difficile à vivre dans les périodes estivales. Là, vous avez au moins 3 espaces dans la ville qui pourront être utilisés pour la baignade. Vous êtes sur une ville aussi qui se réapproprie la Seine, et pas uniquement pour les péniches. Et ça, en dehors des querelles de com' et de l'exercice finalement qui est que de l'écume. Ce qui va être intéressant, c'est que les Parisiens vont pouvoir se réapproprier ça. Cette promesse de Chirac qu'on regardait toujours avec le sourire, aujourd'hui, elle est 1990, la promesse de Chirac, voilà. Il a dit dans 3 ans, je me baigne. Il faut voir les moyens engagés. On est sur plus d'1 milliard d'euros. 1,4 milliard. Voilà. Allez voir les réservoirs Austerlitz. C'est aussi la marque de la capacité à gérer ce type de problème. Et ça, c'est une réussite. Mais ça valait ça, Virgile Caillé, 1,4 milliard pour pouvoir de nouveau se baigner dans la Seine? On est sur du temps long, on l'a rappelé, et puis c'est une charge symbolique qui est extrêmement forte, que la ville se réapproprie son fleuve, qu'on puisse... en fait, c'est la symbolique de cette capacité à innover, à réussir des choses, à répondre aux promesses qu'on avait faites au moment de la candidature. Moi, je trouve que c'est extrêmement important, même si effectivement ça a coûté beaucoup d'argent, mais vraiment le symbole, il est très très fort de se rebaigner dans la Seine en 2024 au moment des Jeux et d'y accueillir des épreuves de triathlon, de nage en eau libre, etc. Mais je vous pose la question. Alors, je suis assez d'accord sur l'héritage et effectivement sur ce que espérons que ça soit baignable tout l'été prochain pour les Parisiens, les Franciliens. Mais est-ce que ça inquiétait vraiment les nageurs, ça? Non, j'en ai parlé avec le directeur de l'équipe de France d'eau libre, dont les nageurs concourront Pont Alexandre III, les triathlètes aussi. La Seine n'était pas un sujet d'inquiétude pour eux, vraiment. D'abord parce qu'ils savaient qu'il y avait ce plan de dépollution de la Seine, mais surtout ils sont habitués à nager dans des eaux, on va dire, pas très claires. Et quand on voit Tokyo avait mis des... Voilà, la baie de Tokyo, et on polluait, allons-y. Et ils avaient mis des filets
justement pour filtrer et éviter que sur le parcours, on voit des bouteilles plastiques flotter et autres joyeusetés. Rio, la baie de Rio pollue aussi. La baie de Pékin, excusez-moi, mais c'est pas mieux. Et là, il me disait, Stéphane Leca, finalement, à Paris, on a plus de risques. Triathlète, c'est ça, Stéphane? Non, Stéphane Leca, c'est le directeur des équipes de France, de l'équipe de France d'eau libre, et qui me disait, on a plus de risques en tenant la barre du métro d'attraper un virus, une bactérie, une gastro, allons-y, qu'en allant se baigner dans la Seine. Donc voilà, eux, ils ont l'habitude de ça. Et franchement, alors il y avait un plan B qui était à Vers-sur-Marne. Si jamais les épreuves... D'abord, il y avait des jours de réserve. Parce que lui il m'a rappelé, c'est un sport nature, un sport de plein air, donc qui est lié aussi aux conditions météo. Là, il n'y a jamais eu des normes aussi strictes sanitaires. Tokyo, jamais ils ont eu 6 semaines avant des résultats sur la qualité de l'eau. Là, c'est Paris 2024 qui a mis ça en place. Mais ça n'existait pas lors des Jeux précédents. S'il y a des orages en continu avant, on peut penser que ça tient quand même. Alors, moi, il m'a dit 2-3 jours de pluie, ça passera. S'il y en a beaucoup plus, effectivement. Mais il y a ce plan B, de toute façon. Il y a des jours de réserve pour attendre que Pour rester dans les références béniles, n'oublions pas qu'en 86, 87, 88, le triathlon de Paris se déroulait dans la Seine. Les nageurs ont fait la partie natation dans la Seine, avec un départ en direct. Autrement plus sale qu'aujourd'hui. Et Alexis Cancan qui faisait la baignade avec Amélie Oudéa-Castéra, qui est le champion paralympique de triathlon porte-drapeau de la délégation paralympique, me disait moi j'ai l'habitude de nager dans le port de Rotterdam, par exemple, ils ont une compétition, et il me disait la même chose. Il me dit mais encore une fois, on évolue dans des eaux pas très claires. Et là, il y a la promesse qu'à Paris, effectivement, l'eau soit saine. Elle l'est en tout cas en ce moment. Ces retombées économiques, elles passent évidemment par ce spectacle retransmis en Mondovision avec des moyens impressionnants. On écoute le directeur de la communication de l'entreprise anglaise qui en est chargé. Pendant les 3 semaines des Jeux Olympiques, OBS produira environ 11 000 heures de contenu. Sur ces 11 000 heures, 3 600 à 3 800 sont du contenu en direct, plus les cérémonies. Le reste est du contenu de post-production que nous produisons sur les sites pour cibler différents médias avec différents objectifs, du contenu qui n'a pas pu être diffusé en direct, mais qui est pertinent pour raconter l'action qui s'est déroulée. Au total, 11 000 heures. Cela correspond à un peu plus d'une année à regarder la télévision 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vais vous faire un aveu, je suis horriblement chauvin pendant les épreuves sportives. Et là, je vais être un peu chauvin. Pourquoi c'est des Anglais, Jean-Baptiste Guégan? Pourquoi ce n'est pas des Français qui ont obtenu... Enfin, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui savent retransmettre des compétitions sportives à Mondovision, Virgile Caillet. Je trouve, on était un peu inquiet, pour tout vous dire, au niveau du comité de la charte sociale. On était assez vigilant à ce que, effectivement, un maximum de marchés puissent être remportés par des entreprises françaises. On est quasiment à 90% des marchés qui ont été 88% qui ont été remportés par des entreprises françaises. Donc c'est quand même plutôt satisfaisant. À Londres, c'était un peu plus que ça, mais les Anglais ont cette capacité. Parce qu'il y a appel d'offres obligatoire, c'est les règles. Absolument, absolument. Et puis normal, nous, Français, on est toujours très respectueux justement de ces règles de concurrence, le marché européen, etc. Néanmoins, on a su être présent, on a su créer des consortiums. Typiquement pour la cérémonie d'ouverture, c'est donc un consortium qui s'appelle Paname 24, qui a été créé avec les plus grandes agences françaises qui se sont rassemblées pour justement gagner le marché. Donc ça a été quand même bien orchestré et c'est plutôt satisfaisant sur ce point. Je voudrais terminer, on l'a évoqué, mais très rapidement, sur les retombées. Il y a quand même la fierté d'être français. Les Françaises, Corinne Boulou, c'est quand même important. Oui, évidemment que c'est important. Et c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est ce que peuvent provoquer les Jeux. Oui, mais on le voit déjà sur le relais de la flamme. Il y a des drapeaux tricolores qui apparaissent, alors que les États-Unis ou les Anglais sont très forts pour ça. Il y a des Marseillaises, tout d'un coup, qui se sont mises à être entonnées de façon surprenante. Et puis, Spontanée, ouais, exactement. Et en fait, on a une délégation aussi qui est surmotivée parce que ce sont les Jeux à Paris. Vous avez des athlètes qui ont prolongé leur carrière. Si on parle des plus célèbres d'entre eux, comme Teddy Riner ou Florent Manodou, qui ont souhaité prolonger leur carrière, ou Mélina Robert-Michon, l'une de nos porte-drapeaux aussi, avec Florent. Pourquoi ? Parce que c'était les Jeux à Paris. Nicolas Karabatic aussi, il aurait pu arrêter. Il est là parce que ce sont les Jeux à Paris et on n'a jamais eu une délégation aussi importante. Alors, le président de la République a fixé le top 5
pour aller chercher les médailles. En général, on est quoi, 8e, 9e, 7e, 6e, entre 6e et 8e. Donc là, il va falloir battre le record de 43 médailles. Oui. Et on a assez peu, finalement, ou de moins en moins d'opportunités de faire nation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Jean-Baptiste Guégan. C'est complètement. C'est-à-dire que ces jeux-là, c'est peut-être une des dernières occasions, justement, de montrer la France dans sa diversité, de faire l'unité. Nous, on parle de national building, dans sa capacité à créer de l'unité, de la cohésion nationale. Là, vous allez avoir cet exemple-là. On sent monter aussi une émotion dans Paris assez étonnante, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer quand on sort de Paris, qu'on discute avec les gens. Alors, il y a toujours le bashing habituel, mais il a sensiblement diminué. Les gens aujourd'hui attendent. Ils attendent de voir. On sort quand même d'une séquence politique assez particulière. Je peux dire ça comme ça. Voilà, dans l'euphémisme. Là, ces jeux, ça va être aussi l'occasion de montrer qu'on est capable d'être tous ensemble. Et ça va être intéressant de voir les images qui vont sortir de ça. Il y a des images qui vont rester dans l'imaginaire collectif. Et on peut imaginer que ça peut ressembler finalement à la victoire de 98. Vous allez avoir des visages de Français qu'on n'a pas l'habitude de voir mis en avant, des images qui vont toucher le monde. Elles seront probablement très positives et elles vont renvoyer l'image aussi de la France du 21e siècle. C'est ça dont on a besoin. Merci beaucoup, merci à tous. C'était un débat passionnant, positif. On n'a pas tant d'occasion d'en faire sur ce plateau. C'est l'actualité qui nous y pousse, évidemment. Corinne, on vous suit sur France.tv, évidemment, notamment pour le pentathlon moderne, beaucoup plus compliqué que la barre au sol. Et Jean-Baptiste Guégan, votre livre, La guerre du sport, une nouvelle géopolitique, c'est aux éditions Talendier. Merci à tous encore une fois.